Bonsoir à tous. Donc, je vais vous raconter ma rencontre et mon histoire avec Docker. Alors, pour commencer, je vous présente mon environnement de travail. Donc, je développe des applications web tout à fait classiques sur un navigateur avec des frameworks tels que Angular, Bootstrap. Côté back-office, aussi des choses tout à fait classiques, de la page, du PHP, une base de données, et puis quelques exécutables programmés en C++ qui sont lancés par PHP. Pour gérer tout ça, pour automatiser un petit peu tout le développement, j'utilise des outils donc, qui sont basés principalement sur Node.js, donc Bower, pour gérer mes dépendances, gérer mes librairies JavaScript, Grunt pour minifier mon code JavaScript et mes fichiers CSS, donc des compilateurs C++, plus quelques dépendances, quelques librairies très spécifiques pour l'optimisation, pareil, donc qui permettent de compiler mes programmes qui finissent par des exécutables. Derrière, des frameworks de test unitaires et des frameworks de test d'intégration. Donc voilà un petit peu une vue de à quoi ressemble mon environnement de développement. Donc bon, je travaille sous Windows, personne n'est parfait. Imaginons, je ne suis pas tout seul, nous sommes deux à travailler sur cet environnement-là. Ce n'est pas tout. Imaginons que je travaille avec un universitaire qui refuse de travailler sous Windows et qui me dit « moi je travaille sous Ubuntu ». Allons encore plus loin, et imaginons un autre universitaire, un peu plus radicaliste, qui lui me dit « moi Ubuntu je ne veux pas entendre parler, moi c'est Debian et que la version stable, donc vous vous retrouvez avec des packages qui datent de 3 ans ». Pourquoi pas, très bien. Vous ajoutez à ça votre environnement de test, et également votre environnement de production. Donc voilà une image qui malheureusement pour moi est vraie. Voilà mon problème, je dirais. Enfin, qui n'était pas vraiment un problème puisque j'avais pas d'autre choix que de faire avec. Donc pour répondre à ça, avant l'arrivée de Docker, en gros j'ai essayé trois approches différentes. Donc on va les balayer ensemble. La première, très basique, chacun se débrouille. Chacun, on dit, voilà, c'est telle version d'Apache, ou à peu près telle version d'Apache, telle version de PHP, telle et telle version de chaque librairie, de Bower, de Grunt, etc. Donc chacun se débrouille, les installe, fait les liens entre les différents modules, les paths vers les bonnes librairies, etc., etc., etc. Donc chacun se débrouille. Voilà ce que ça pourrait donner. Deuxième approche, que j'ai pas mal expérimenté, c'est de se dire, bon, c'est pas grave, on travaille tous en connecté, donc on monte un serveur et tout le monde se connecte dessus, comme ça tout le monde a le même environnement. Ça marche bien quand on est tout seul, à 2 ça devient de l'équilibrisme, et à 3 ou au-dessus, ça devient quasiment ingérable. Et puis, une troisième approche que j'ai beaucoup utilisée, peut-être un peu trop d'ailleurs, c'est de se dire, on prend une machine virtuelle, on met tout dedans, on la fait aux petits oignons, et du coup on se dit, tiens, je vais la partager avec tous mes collègues. Ça marche très bien au tout début, mais sauf qu'au bout de 1 mois, 2 mois, chacun va modifier la configuration d'Apache, rajouter une extension PHP, ce qui fait que tout le monde a des environnements qui sont différents. Soit, on se dit c'est pas grave, je refais une VM, sauf que quand on s'amuse à faire ça une fois, 2 fois par semaine, et qu'à la fin on a une VM qui fait 10 ou 15 gigas, on se retrouve à repartir de zéro tous les 4 matins en disant bon voilà, on arrête les frais, je repars de zéro, et donc on recrée une VM, bref, on passe un temps fou à d'overhead, à créer des machines, à gérer de la configuration, à gérer de la diffusion de configuration, ce qui n'est pas forcément le boulot du développeur. Le boulot du développeur, c'est de faire du code, c'est pas de faire de la configuration d'un page, de PHP, etc. Donc ça, c'était avant l'arrivée de Docker. Donc voilà un petit peu avec quoi je survivais, on va dire. Alors d'un point de vue conceptuel, Docker, ça revient un peu à avoir des machines virtuelles. Sauf qu'à la différence d'une machine virtuelle, on a la tentation qui est très forte de se dire, bon, une machine virtuelle c'est comme un PC, donc je peux y aller, je peux mettre des services dedans, ça tient la route, il n'y a pas de problème. L'approche de Docker, c'est de se dire qu'on va plutôt vraiment isoler chacun de nos composants et aller vers une approche qu'on va pouvoir appeler microservice. Dans le sens où on va finalement décomposer au maximum que l'on peut nos applications en isolant chaque composant. Et un composant, c'est pas simplement un exécutable, c'est également tout son environnement, donc tout son serveur qui va être encapsulé dans un service, mais avec une légèreté qui n'a rien à voir avec ce que pourrait être une machine virtuelle. Alors ça permet des choses très sympas,
Imaginons un environnement de développement avec tous mes microservices, parce qu'effectivement, quand je développe, j'ai besoin de plein d'outils, mais qui, à l'inverse, ne m'intéressent pas du tout en production. Et la puissance de Docker, ça va être de pouvoir dire, eh ben, j'allume ou j'éteins ce dont j'ai besoin en permanence. Et avec une rapidité qui est tout simplement bluffante. C'est-à-dire quand je vais démarrer mon serveur web, ça va être 2 secondes. Et pourtant, derrière, c'est comme si j'avais démarré une machine virtuelle complète. Et on n'a vraiment pas le sentiment de travailler sur une machine virtuelle, justement. On est vraiment sur un environnement qui ressemblerait à un exécutable, mais qui derrière se comporte comme une machine virtuelle en termes d'isolation vis-à-vis de son environnement d'exécution. Donc voilà, mon schéma de la mort traduit en Docker. Là, je vais construire des conteneurs. Un conteneur, alors bon, j'ai pas été au bout de la démarche, parce qu'effectivement, j'ai fait un conteneur qui regroupe Apache et PHP. Je pourrais plus loin et créer 2 conteneurs différents. Et finalement, un conteneur pour chaque application, chaque utilitaire que je vais utiliser. Alors il faut quand même avoir une notion de Docker, c'est qu'on n'est pas sur de la virtualisation, c'est-à-dire que le kernel, il est partagé avec l'autre. Par contre, ça n'empêche pas quand même d'avoir des distributions qui vont être complètement au choix de l'utilisateur. Et également, le système de fichiers, il est partagé avec l'autre. Alors quand je dis qu'il est partagé, c'est-à-dire que chaque conteneur a son propre système de fichiers, mais avec un mappage vers le système de fichiers de son hôte. Ce qui va permettre du coup de s'en servir finalement comme un exécutable. Quand je vais appeler mon conteneur Bower, finalement ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire des fichiers qui sont sur mon hôte, il va faire son exécution, il va écrire en retour des dossiers qui vont être stockés sur mon hôte et du coup mis à disposition des autres conteneurs. Donc, on a aussi de la persistance. Alors, là, je vois que on parle de persistance, mais plus de réseau. C'est-à-dire, là, je vous parle de fichiers, mais c'est aussi valable pour le réseau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir monter un service et qui va tourner dans le temps. C'est pas juste un exécutable qu'on lance et qui s'arrête. Ça peut être un serveur web qui va se lancer et rester allumé pendant des mois. Un conteneur où c'est intéressant d'un point de vue du coup de développement, j'y reviens, c'est que c'est simplement un fichier texte. Donc rapidement, on va lui dire tu pars de telle distribution, tu m'installes tel paquet, tu modifies la configuration d'Apache, tu m'installes telle et telle extension, etc., etc., etc. Tu crées tel et tel répertoire. Le gros intérêt, c'est que c'est un fichier texte, donc je peux le versionner. Donc je vais suivre les évolutions. Donc là, on est au niveau d'un conteneur. De la même manière, on a un fichier qui va permettre de décrire l'ensemble de mes conteneurs. Et comment mes conteneurs, finalement, interagissent entre eux et interagissent avec la machine qui va les lancer. Donc là, pareil, on est sur un fichier texte que l'on peut versionner. C'est tout l'intérêt. Concrètement, ça veut dire que, imaginons que je veux initialiser tout mon environnement de développement, ça va être 2 commandes. Une première pour récupérer mon code source, et une deuxième pour dire crée-moi mes machines. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que je ne vais pas stocker de VM avec des tailles en binaire qui vont être monstrueuses. On va juste stocker des fichiers texte. On va exécuter une fois et tout va se monter presque magiquement. Alors, ça pour l'illustrer, je peux vous parler d'une anecdote. Un lundi matin, je suis arrivé pas très frais au travail. Pour la petite histoire, j'ai 40 km entre mon travail et mon domicile, en me rendant compte que j'avais oublié mon ordinateur chez moi. Pas grave, je suis avec Docker, donc je me débrouille à trouver une machine en ayant 3 quarts d'heure de temps. Avec ces 2 commandes-là, j'installe Git, j'installe Docker sur ma machine, et j'étais reparti. J'avais l'intégralité de mon environnement de travail qui était prêt, et j'étais prêt à travailler. Donc c'est pour vous dire, c'est pas juste une vue d'esprit, ça fonctionne vraiment. Il va être temps de faire un bilan. Donc Docker, donc je l'ai découvert, essayé pendant 2 semaines, ça n'a pas été simple, et donc ça c'était courant novembre. On a pris la décision de vraiment d'investir là-dessus courant novembre, pour une mise en production qui date de début février. Donc depuis début février, on a une application qui tourne en production, on a plusieurs applications qui tournent en production et qui fonctionnent sous Docker. Alors de ce point de vue-là, rien à redire, on n'a vu aucune différence par rapport à l'ancien système ou finalement un serveur tout à fait classique. De ce point de vue-là, ça ne change rien. Où on a vraiment gagné, c'est par rapport au cycle de release. Parce qu'on a justement, avec tous les outils que je vous ai présentés, Jasmine, Selenium, tout ce qui va permettre de faire des tests, d'automatiser les tests,
fait qu'on a maintenant un système entre le développement, le test, la prod, c'est super agréable, à tel point qu'on arrive à faire des releases 1 fois, 2 fois par semaine. Aïe, je me dépêche sans craindre de tout péter, parce qu'on peut vraiment tester en environnement de production en permanence. Et du coup, on n'a pas besoin non plus d'attendre de se dire, allez, on fait la recette en bout de chaîne, pour se rendre compte que finalement, il faut tout revoir. Là, en permanence, on teste dans les vraies conditions de production. Alors l'hébergement aussi, parce que de la même manière que je vous ai donné l'anecdote où j'ai perdu mon portable, oublié mon portable, eh ben, je vais pouvoir déployer mon application rapidement sur du cloud Azure, Amazon, Google, ou chez OVH. Maintenant, ils ont aussi une offre qui contient Docker. Donc de la même manière, en 2 lignes de code, 2 lignes de commande, je vais pouvoir déployer mon environnement Docker à l'identique sur le cloud. Et c'est une application qui est réellement open source. C'est-à-dire que d'ailleurs, ça a été... la techno a été embrassée par l'ensemble des acteurs, même Microsoft s'y est mis, en promettant que les prochains Windows Server allaient supporter nativement Docker. Donc c'est pas juste un effet de manche, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment amené à durer dans le temps. Alors les moins, développer sous Windows avec Docker, c'est possible. Donc il y a un outil qui s'appelle Boot2Docker, qui marche. Mais bon, c'est pas des fois sans petite surprise, des fois on se retrouve à... Alors l'avantage c'est que c'est simple, on efface tout, on réinstalle et pareil, voilà, un quart d'heure tout est reparti, mais ça manque un peu de stabilité. Et puis surtout, ce qui m'a beaucoup manqué au départ, c'est savoir les bonnes pratiques. Alors peut-être avoir un guide, je suis reparti juste en lisant tous les différents tutoriels sur internet, et il y en a des tonnes et des tonnes qui des fois disent des choses contraires les uns par rapport aux autres. Donc voilà, ça manque encore un petit peu, c'est une techno qui est très très jeune, hein. La première version, le développement a débuté en 2013 et la première version de production remonte à peine 1 an. Donc ça manque encore un petit peu de guide à suivre. En conclusion, Docker, ça apporte vraiment quelque chose. C'est par rapport effectivement à réconcilier les développeurs et sysadmin. C'est fini, vous engueulez parce que vous vous dites, moi il me faut telle configuration d'Apache, vous lui dire qu'il me faut telle version d'Apache qui va vous dire, oui mais c'est pas dans la version de base donc il faut que je fasse un backport. Avec des jeux comme ça, là c'est fini, il n'y a plus ce problème-là. Et en fait, chacun s'occupe de son métier, le développeur développe, et dans son développement, on prend en compte finalement les problématiques de déploiement également, et le sysadmin s'occupe vraiment du hardware, des machines, des environnements, de la sécurité, qui du coup est assez bien géré aussi par Docker, même s'il y aura sûrement des choses encore à dire à ce niveau-là, au niveau de la sécurité de Docker. Voilà. Ton fichier d'environnement, oui. C'est propre à Docker ou c'est un autre outil? Alors au départ c'est un outil qui s'appelait Fig, qui était une petite start-up parisienne je crois, mais qui a été rachetée par Docker et qui maintenant a été intégré à Docker, qui s'appelle Docker Compose, mais c'est à l'identique, donc ils ont vraiment racheté la boîte et intégré leur concept dedans. Et maintenant c'est en production depuis une semaine ou deux, Docker Compose. Tu disais tout à l'heure de l'IT du RAM. Comment tu as réussi à vendre la solution à la production qui est habituée à l'exploitation par la VM qui veut rien entendre parler? Comment tu as réussi? Alors, c'est un... déjà c'est moi le chef, donc c'est moi qui décide. Non, et puis surtout j'ai quand même la chance d'évoluer dans un environnement où on me fait confiance. L'informatique c'est moi, et puis après je m'engage, donc si je dis que ça marche, il faut que ça marche derrière, mais puis c'est quand même un contexte où, malgré le côté travaux publics qui paraît assez chacun avec sa brouette et son kilo de ciment, c'est pas du tout ça, on est quand même assez porté sur l'innovation. Donc proposer des choses comme ça qui permettent du coup aussi de simplifier en termes aussi de lourdeur, c'est un gain de temps, c'est une légèreté. Enfin, entre le moment où finalement je vais avoir un métier qui va exprimer un besoin et le moment où je peux le mettre en production, c'est écoulé 2 jours maintenant. Et c'est pas une mise en production à l'arrache où je dis bon, on croise les doigts en espérant que ça pète rien. On met en production, en parallèle on a fait les tests qui vont s'assurer que ce qu'on n'a rien cassé avant, et on fait 2 mises à jour, enfin 2 mises en production par semaine en ce moment, et on est serein. Et ça en grande partie grâce à Docker. Du coup, du performance par rapport à la VM, aucune différence. Même c'est encore mieux, enfin, bon, c'est pareil. Enfin, il n'y a pas d'overhead lié à l'exécution de Docker. Puisque finalement, quand on regarde ce qui se passe sur le host, la machine virtuelle, en l'occurrence haute, on se rend compte qu'il crée finalement des processus qui sont directement exécutés sur la machine de base.
Et on peut aussi aller faire de l'allocation de ressources assez fines pour chaque conteneur. Oui, j'en ai une pour les bibliothèques qui sont plutôt au niveau du système. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir un problème de, par exemple, je sais pas, la lib, je sais pas, libstd, peu importe, qui n'est pas la bonne version ou qui ne nécessite pas la même version entre les deux? Est-ce que deux containers peuvent rentrer en conflit? Ils peuvent... C'est tout l'intérêt, c'est qu'un conteneur, c'est vraiment un environnement complet, y compris le système d'exploitation avec toutes ces librairies. Il n'y a que le kernel au niveau de l'exécution qui est partagé. Mais sinon, ils sont vraiment autonomes. Et c'est vraiment ça que c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on a une vraie isolation complète. Les codes sont dupliqués en fait. Ouais. Un fichier peut être à plusieurs. Alors oui et non, parce qu'il y a quand même un système. Alors ça, c'est aussi parce que finalement, ces notions d'isolation sont assez anciennes au niveau d'Unix. Ça remonte même les premières versions de Solaris qui datent de 10 ans avaient déjà ces notions de ces groupes qui permettent à Docker de fonctionner. Où Docker est intelligent, c'est qu'il va justement gérer des images avec un petit peu de notion d'héritage. Donc si vous avez 3 conteneurs ou 5 conteneurs qui sont basés sur une image de base qui va être Ubuntu avec telle et telle commande, sur votre disque, ça va être un seul espace qui va être utilisé. Derrière, là, sur mon conteneur, j'avais 10 conteneurs, enfin j'ai peut-être une dizaine de conteneurs, c'est pas 10 OS qui sont installés. C'est 2 OS, une Debian, un Ubuntu, et puis après, à chaque fois, on a une sorte d'arbre de dérivation qui fait qu'on a uniquement le différentiel qui vient s'ajouter sur chaque conteneur. Donc en termes d'espace, c'est aussi un gros avantage par rapport à une architecture qui est uniquement basée sur des machines virtuelles. Et du coup, on a la possibilité, si on veut, de pouvoir avoir des conteneurs qui ont des versions complètement différentes d'une même libre, et c'est en ça que c'est juste... Enfin, ouais, c'est ça que c'est fallu pour ça, complètement. Lucas, tu as une autre question? Alors, si je ne me trompe pas, il est des questions que le système de fichiers soit partagé entre tous les containers. Oui. Est-ce que ça risque pas de devenir un boulet d'étranglement si on a plusieurs containers gourmands en accès disque? Bonne question. Après, ça peut se régler justement parce qu'on a quand même une gestion des allocations ressources. Après, je ne vais pas en détail, mais je pense qu'on doit pouvoir régler justement, limiter les accès. Et ça a creusé, oui. Et puis, il faut savoir qu'il y a des outils qui apparaissent maintenant, parce que là, je vous ai tout présenté, en expliquant que tous les conteneurs s'exécutaient sur la même machine. Là, ça date de la semaine dernière ou il y a 2 semaines, Docker a lancé un composant qui permet du coup de faire d'exécuter ça sur 3, 4, 5, un conteneur par machine, et avoir un conteneur qui soit à Taïwan et un à Paris, mais que ça soit vu finalement dans le même environnement. Donc ça, c'est des choses qui viennent juste de sortir, mais qui permettent peut-être justement de répondre à ces problématiques-là, avec une machine très puissante pour un conteneur spécifique, et puis un autre juste pour les utilitaires par exemple. Une dernière question. J'en ai une, est-ce que tu serais d'accord pour nous faire un workshop le 25 mars sur Docker? Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés en fait là-dedans? Je t'avais posé la question, c'était pas pour On aurait déjà posé la question. Non, ça va être trop... oui, pas là, mais... Alors, oui pour le principe, et par contre par rapport au délai, non. Pas à cette date-là. Parce que je pense que sur la communauté en ligne de dev, il y a un sacré, et même pas que de dev en fait, il y a un sacré paquet de personnes qui seraient intéressées pour mettre les mains là-dedans. Et mine de rien, c'est pas un outil qui est super simple. Les premiers pas, les premières heures en fait sont pas évidents. Donc il m'a fallu deux semaines de galère, et à la fin de 2 semaines je me suis dit bon, je persiste ou j'arrête parce que je m'en dépatouillais pas. Et s'en est fallu peu pour que je laisse tomber, c'est vraiment pas simple. Bon, on vous file son mail perso après. Pour ceux qui ont peur, il y a la démo interactive en ligne de Docker. Parce que c'est pareil, je le suis depuis un certain temps. Je me disais, ouais. Et en fait, la démo est super bien faite. Il y avait beaucoup de Docker. J'ai rien compris à ce qui se passait, mais ça marchait. Oui, comme à chaque fois. Bon, merci beaucoup, Willy.